Concocté par Binge Audio. Attention, cet épisode rapporte des scènes violentes et comporte des descriptions qui peuvent être choquantes. Contre qui les soldats russes se battraient aux côtés de l'armée syrienne? Si c'est contre le groupe État islamique, personne n'y trouvera à redire, c'est un ennemi commun, mais imaginez une seconde que les Russes, pour défendre Bachar el-Assad, se mettent à combattre les groupes d'opposition que nous soutenons, nous, même financièrement, depuis 4 ans. On sauterait à pieds joints dans l'inconnu, et la Syrie n'en a pas besoin. Les Occidentaux interviennent. Quand ils interviennent en Syrie, c'est pas pour défendre les populations civiles qui sont massacrées par le régime syrien, c'est pour se battre contre l'État islamique. Il y a une nouvelle guerre qui s'enclenche, c'est la guerre contre ce terrorisme, qui est un terrorisme inédit. C'est une organisation terroriste qui contrôle un territoire, qui a une administration, qui attaque les pays européens, notamment la France, sur son sol. Donc il y a des enjeux de sécurité. Et là, effectivement, les Occidentaux interviennent en Syrie, bombardent en Syrie. Il y a une coalition internationale qui se forme. Ce qui va changer la donne, c'est, en tout cas pour le régime, c'est l'intervention de la Russie en septembre 2015. Là aussi avec la bénédiction des Américains, du camp occidental, parce que c'est au nom de la lutte contre l'État islamique. Je me souviens quand ils interviennent, donc automne 2015, le premier mois de l'intervention de la Russie, des bombardements, j'avais compté, il y avait une 60aine de frappes, et sur ces frappes, il y avait moins de 10 frappes dont l'objectif était les territoires de l'État islamique. Ils bombardaient des territoires tenus par la rébellion au régime de Damas, souvent des alliés du camp occidental d'ailleurs. La situation semblait un peu explosive, mais en fait, de toute façon, les Occidentaux n'ont rien fait. Ils n'ont pas du tout soutenu les rebelles qui soutenaient en fait. Et l'objectif était clair, c'était la priorité, c'était l'État islamique. Donc ouais, ça change la donne parce que aussi, à ce moment-là, en 2015, le régime est très très affaibli. Et grâce au soutien des Russes, grâce au soutien aussi de milices chiites pro-iraniennes, du Hezbollah libanais notamment, il lance une offensive sur Alep. The situation here is certainly dire. I've actually talked, as you say, to a humanitarian organization who actually tried to reach Aleppo, to reach those being hit by airstrikes in Aleppo. Many of those people fear that the Russian airstrikes will soon not spare them. They've actually fled the intense bombing in the last days. More than 1,000 airstrikes have hit northern Syria. Many of them thought their last days had come, so that's why they reached the Turkish border in the hope to survive. L'offensive sur Alep, elle commence fin de l'année 2015-2016. Moi, je suis à la frontière à ce moment-là. Je fais des directs pour une chaîne. Je rentre pas en Syrie parce que c'est toujours très très dangereux et l'État islamique est pas si loin. Il y a des mouvements de population qui fuient Alep. Ils sont en fait pris en tenaille. D'un côté, il y a des territoires tenus par l'État islamique. Au sud, il y a le régime et les bombardements russes. De l'autre côté, il y a la milice kurde du YPG qui est pas du tout accueillante. Donc en fait, les Alepins, les Syriens, ils sont pris en étau, tout simplement. Après, Alep va être assiégé. Donc ça sera un siège hermétique qui va durer plusieurs mois. C'est en décembre 2016 qu'Alep va tomber. Ils vont capituler, il va y avoir un transfert de population et de combattants vers le nord-ouest, vers la zone d'Idlib. Et c'est un scénario qui va se répéter. Il y a d'autres villes qui sont assiégées et à chaque fois ça va être le même scénario. Il va y avoir une capitulation et un transfert de population vers le nord-ouest, la zone d'Idlib qui est tenue par plusieurs brigades djihadistes et notamment Jabhat al-Nusra qui va devenir Hayat Tahrir al-Sham et qui va se détacher d'Al-Qaïda en fait. On a des contacts à l'intérieur et de gens qu'on sait fiables, crédibles, de médecins par exemple, qui nous racontent ce qui se passe. Et puis après, c'est très simple. Par exemple, quand vous êtes à la frontière turque, les Turcs apportaient une aide humanitaire, mais surtout acceptaient dans les hôpitaux de la frontière des combattants ou des gens blessés. Et donc, ces gens-là, vous leur parlez. Dans un hôpital à la frontière, je tombe sur 3 jeunes mecs. Alors ils avaient le visage très sombre et très marqué, ils n'avaient pas du tout envie de me parler. On commence à discuter, ils sont jeunes, c'est des jeunes types qu'on a en 2016.
Et je discute et ils me disent en fait qu'ils viennent d'une petite ville que je connais puisque j'ai passé beaucoup de temps avec mon chef de brigade, Noras. Quand je leur dis le nom de Noras, je dis « Ah mais vous venez de là, vous venez de Mara », leur visage s'est éclairé. Et ils ont dit « Ah Noras, on s'en souvient, c'était un super mec ». Et Noras était mort 3-4 ans plus tôt, quoi. Donc voilà, il y a des contacts qui se font, il y a des contacts qui se font à l'intérieur parce qu'on a des numéros de téléphone, parfois le réseau passe pas, qui nous racontent ce qui se passe et c'est comme ça qu'on peut raconter les histoires. Le conflit syrien était le conflit le plus documenté de l'histoire, tout simplement. On n'arrive pas à dénombrer le nombre de vidéos amateurs, de photos qui sont sorties ces 10 dernières années. Les Syriens ont documenté, ont filmé, ont photographié au jour le jour ce conflit. Donc non, les images continuent à sortir. Il y a toujours moyen de faire sortir des images. Même si pour envoyer une photo, ça prend des heures, il y a toujours moyen de faire sortir des images. Et au fil des années, il y a beaucoup de Syriens aussi qui sont eux-mêmes devenus journalistes, qui ont été formés par des agences de presse ou par d'autres et qui documentent ce qui se passe et qui envoient des photos, qui envoient des articles, qui envoient des informations. Donc non, l'information sort toujours. Ce qui est frappant en décembre 2016 quand Alep va tomber, c'est que moi je reçois énormément de messages de gens, d'amis qui sont pas journalistes et qui voient ce qui se passe aux informations et qui sont extrêmement choqués et qui réagissent en me disant « Mais Sophie, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et c'est vrai que je suis un peu étonnée parce que ça fait des années que ça dure, cette situation, que c'est pas nouveau et que là, il y a une émotion très forte sur la chute d'Alep. Je suis toujours un peu étonnée parce que quand on est en France ou ailleurs, enfin dans des démocraties occidentales, on a envie de dire « Mais tout est possible en fait, vous pouvez faire plein de choses » et parfois, il suffirait juste... je sais pas, descendre dans la rue et exprimer sa solidarité avec le peuple syrien, avec le peuple d'Alep, et ils le sauront. Après, on sait jamais, c'est très décontenançant aussi quand on produit de l'information ou de l'actu, on sait jamais quelle image va faire réagir, on sait jamais quelle actualité va faire réagir les opinions publiques. Par exemple, été 2015, il y a cette photo de ce petit garçon noyé, ce petit garçon syrien, Elaine Kourdi, qui fait réagir les opinions et qui émeut énormément. Pourquoi cette photo plus qu'une autre ? On ne sait jamais quelle image va faire réagir les opinions et va émouvoir. À ce moment-là, moi, je suis parti en Irak, parce qu'il y a la bataille de Mossoul, qui a commencé à l'été 2016, où là, les Occidentaux sont impliqués, la coalition internationale bombarde Mossoul, et donc il y a cette bataille qui s'est enclenchée, qui va durer jusqu'à 6 mois plus tard, elle va durer toute l'année. Après, l'Irak, c'est une autre histoire, on n'est pas en Syrie, on a tendance à les confondre, alors que c'est deux pays bien distincts, avec des histoires différentes. L'Irak, c'est un pays qui a connu... des décennies de guerre. La Syrie n'avait pas connu de guerre avant. Elle avait occupé le Liban pendant 25 ans. Il y avait eu une insurrection à la fin des années 70, mais on n'est pas du tout dans la même situation. Et moi, donc, je couvre cette bataille. Au sol, c'est des forces irakiennes, c'est une armée. Donc, il y a l'armée irakienne, il y a aussi les forces spéciales irakiennes. Il y a aussi une force qu'on appelle la police fédérale. On n'est pas du tout dans une configuration syrienne. Moi, je vais filmer au sud au moment où, donc en décembre 2016, les forces irakiennes, la coalition, ils ont commencé à rentrer à l'est de Mossoul. Je vais aussi sur le front sud. Et en fait, là, il y a une ville qui s'appelle Qayara, qui a été prise juste avant par la coalition. Et là, c'est très impressionnant parce que l'État islamique a mis le feu à des puits de pétrole pour créer un nuage, en fait, pour empêcher que les avions de la coalition les repèrent et bombardent. Et c'est des images très, très impressionnantes. C'est à filmer ces puits de pétrole en feu. Et cette ville de Qayara, qui est un bled paumé au milieu du désert, en fait. Quand j'y suis, il y a cette rue principale. Je vois les gens, je me dis que ces gens, ils viennent de passer 2-3 ans avec l'État islamique, donc ils nous racontent plein d'histoires. Juste avant, il y avait quand même les milices d'Al-Qaïda. Juste avant, il y avait
les GI américains, les soldats américains. Avant, c'était la dictature de Saddam. Et tout ça, si vous avez 15-20 ans, vous avez connu tout ça. Et dans cette rue sont passés tous les différents maîtres de la région. Et ouais, c'est quelque chose que je trouve très marquant. Au moment en fait où on arrive à Kayara, Trump vient d'être élu, donc l'émission pour laquelle on travaille nous appelle, on voudrait bien avoir une réaction, comment cette élection, comment elle est accueillie en Irak. Et à ce moment-là, je me dis mais en fait il faut trouver une télé puisque l'élection vient d'être annoncée. Et on finit par trouver un petit écran, avoir un petit écran dans un fin fond c'est même pas une boutique, c'est une sorte de couloir. Et c'est un jeune type qui vend des falafels. Et donc, on lui demande ce qu'il en pense de cette élection, etc. Et à un moment donné, il me demande d'où je viens. Je lui dis, écoute, je suis française. Et il me dit quelque chose en arabe que je comprends pas, mais j'entends Picasso. Et mon traducteur m'explique qu'il vient de dire que j'ai beaucoup de chance de venir de Paris parce que à Paris, il y a les peintures de Picasso et les peintures de Claude Monet. Et donc je lui demande comment il connaît ces peintures et il me montre la télé. Il me dit avant l'État islamique, je regardais cette chaîne d'information et il passait des émissions sur l'art et j'ai vu les tableaux de Claude Monet et de Picasso et ça me fait rêver. Et dans ses yeux, je voyais qu'il voyait les tableaux et je trouvais ça, c'est ces petits moments un peu sublimes et un peu complètement incongrus. Je me dis, je suis au fin fond d'un bled au milieu du désert en Mésopotamie avec des gens qui ont vécu des choses terribles ces dernières années et ce jeune vendeur de falafel dans la tête, quand je lui parle de la France et de Paris, il me parle de Claude Monet et de Picasso. Souvent, on se souvient de choses complètement incongrues, de petits détails. Quand on arrive en Syrie, donc moi j'avais un téléphone, j'avais des puces syriennes, et quand il y avait du réseau, il y avait toujours un message qui sortait, qui était que le ministère du Tourisme vous souhaite la bienvenue, et il y avait un numéro de téléphone. Si jamais on avait un problème, il fallait pas hésiter à appeler. Donc il y avait ce message qui ressortait régulièrement et vous êtes sous les bombes, vous évitez de vous faire enlever ou kidnapper par le régime syrien. Et j'ai jamais utilisé ce numéro de téléphone, je les ai jamais appelés pour leur dire qu'il y avait un petit problème, un gros problème. Au printemps 2017, dans les mois qui suivent, en fait il y a une autre opération qui est lancée, c'est l'opération Colère de l'Euphrate. Et là, c'est pour reprendre Raqqa, donc en Syrie. Moi, j'ai envie d'aller à Raqqa, surtout qu'il n'y a personne, qu'on ne sait pas ce qui se passe, que malgré tout, il y a quand même la coalition internationale dont fait partie la France qui bombarde cette ville et qui participe à cette opération. Et j'ai des contacts qui me disent, en fait, à côté de Raqqa, il y a une ville qui s'appelle Tabqa. Et la bataille est en train de se jouer là, et c'est une sorte de nœud sur l'Euphrate, parce qu'il y a le plus grand barrage électrique de Syrie, qui fournit une grande partie de l'électricité en Syrie. Le barrage, source d'électricité pour la moitié de la Syrie, a été pendant 3 ans et demi sous contrôle de l'État islamique. Une monnaie d'échange précieuse pour l'organisation terroriste. Et ce que me disent mes contacts, c'est que l'État islamique menace de faire sauter ce barrage et ça inondera toute la région jusqu'à Mossoul. Et donc, je me dis que c'est une histoire qu'il faut aller voir. Alors pour y aller, c'est très compliqué, c'est beaucoup plus compliqué que d'aller à Mossoul. Donc ça prend des semaines, il y a beaucoup de négociations. En fait, il n'y a qu'un point d'accès pour passer qui est tenu par les Irakiens. Donc eux, ils n'ont pas tellement envie de laisser passer des journalistes étrangers pour raconter comment les autres se battent. Donc bref, ça prend beaucoup de temps de négociation, de prise de contact. Et finalement, on arrive à rentrer. Et là, c'est encore des heures et des heures et des heures de route pour arriver jusqu'à Tabqa. Quand on arrive à Tabqa, qui vient d'être libérée, qui vient d'être reprise, cette histoire de barrage, c'est pas du tout celle qu'on m'a racontée. En fait, ça a été un point de bataille, mais il n'y a jamais eu le risque que ça saute. Et par ailleurs, pendant les 3 années où l'État islamique tenait la ville,
En fait, les salaires étaient toujours payés par le régime de Damas et ils fournissaient toujours l'électricité. Et de temps en temps, il y avait des points qui étaient éteints, on demandait aux électriciens, mais finalement, tout ça a très bien fonctionné pendant toutes ces années-là. D'où l'intérêt d'aller voir sur place ce qui se passe. Mais c'est vrai que c'est une zone où c'est compliqué de travailler. On est 4 journalistes étrangers à ce moment-là, mais c'est difficile parce que tout le monde veut contrôler l'information. Donc, ce qu'on veut qu'on raconte, c'est comment l'État islamique a opprimé tout le monde. Sauf qu'en fait, les gens qui fuient, par exemple, à Tabqa, en fait, ils fuient pas l'État islamique ni les bombardements de la coalition, ils fuient les bombardements russes. On a quitté nos villages à cause des frappes aériennes de l'armée syrienne et de l'armée russe. Ils frappaient les civils très lourdement. Et il y avait beaucoup de morts. On a réussi à fuir, mais on a vu la mort en face. On a tenté 2 fois de s'échapper, mais on s'est fait tirer dessus. Les forces kurdes qui contrôlent Tabqa ne les laissent pas rentrer dans la ville, donc les mettent dans des camps de fortune où on les considère comme des collaborateurs de l'État islamique. Et il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'ONG internationale, il n'y a pas... mais il y a des jeunes mecs en armes qui tiennent le camp et qui disent que... ils sont très contents que la coalition internationale les aide. Si Dieu le veut, on sera bientôt débarrassé de Daesh. On tient à remercier la coalition et tous ceux qui nous ont aidés dans la libération. Il y a des jeunes mecs qui viennent rejoindre les forces, qui sont clairement des enfants soldats. Enfin, il y a énormément de choses qui se passent, tout ça très très loin des caméras. En fait, quand on est sur place, les forces kurdes au sol rentrent dans Raqqa et on finit par pouvoir tourner dans ces premières rues prises à l'État islamique. Après, c'est une bataille aussi où tout est miné, c'est très dangereux. Et dans les airs, il y a les drones qui se disputent. Parfois, on ne sait pas trop, ils ne savent même pas si c'est un drone russe, un drone de l'État islamique, un drone de la coalition. Donc nous, on rentre dans les premières rues prises à l'État islamique début juin 2017. Et il va y avoir encore plusieurs mois jusqu'à l'automne avant qu'ils reprennent complètement Raqqa. Moi, quand je vais à Raqqa, je me dis que ça fait 5 ans que ce conflit dure, 5-6 ans, que je suis passé déjà quelques années auparavant exactement dans cette même région, qu'à l'époque il n'y avait aucune de ces deux forces, et que là je raconte des batailles qui ont lieu entre l'État islamique et des forces kurdes qui n'existaient pas au début de ce conflit, et que ça n'a plus rien à voir, cette guerre n'a plus rien à voir avec ce qui se passait 5-6 ans auparavant. Le territoire a été repris à l'État islamique, qui ne contrôle plus de territoire et qui redevient en fait une organisation clandestine, souterraine, mais qui continue à exister. Il va y avoir aussi en 2019 une bataille à Barouz, en fait, qui sont les derniers éléments de l'État islamique. Barouz, c'est au milieu du désert, vers la frontière avec l'Irak. Mais la bataille n'est pas terminée, non. Ça ne veut pas dire que l'État islamique a disparu. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est toujours un des enjeux, cette résurgence de l'État islamique, que ce soit en Irak ou en Syrie. Et d'ailleurs, c'est plus dans les territoires contrôlés par le régime syrien que l'État islamique revient. Je suis retourné à Mossoul en 2019, où je parlais en fait des familles de l'État islamique, des enfants de l'État islamique irakiens. Et comment ça se passe, toujours cette question de comment on vit après la guerre avec les ennemis d'hier. Et les Irakiens à Mossoul me disaient, mais nous on veut pas d'eux. Et en fait personne ne veut d'eux, c'est les maudits. Et surtout qu'il y a tous les ingrédients qui sont là pour de nouveau nourrir des cycles de vengeance, pour de nouveau que l'hydre terroriste, islamique, djihadiste renaisse. Quand vous êtes maudit parce que vous êtes un gamin dont le père a été membre de l'État islamique et vous êtes obligé de travailler comme un chien et on vous traite comme un chien tous les jours alors que vous avez 8 ans et demi ou 6 ans et demi, tout ça, ça nourrit des cycles de vengeance. À suivre.